Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte fascinant, un classique qui a encore beaucoup à nous dire, La Voie de la richesse. C'est de Benjamin Franklin, ça date de 1758. Oui, et c'est en fait une compilation, une sorte de best-of, si on veut, de son fameux almanach du bonhomme Richard. Exactement. Plein d'aphorismes, de conseils très pratiques, ça a traversé les âges, c'est assez incroyable. Tout à fait. Notre idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller chercher l'essentiel de ce texte. Quels sont les grands principes que Franklin nous donne à travers ce personnage du père Abraham? Oui, sur le travail, l'épargne, la prudence aussi. C'est ça, comment est-ce que ces idées, qui ont quand même plus de 2 siècles et demi, peuvent encore nous parler aujourd'hui pour essayer de mener une vie, disons, bien gérée, autonome. C'est une question très actuelle finalement. Alors, Franklin nous met tout de suite dans le bain, il raconte qu'il tombe sur une foule avant une vente aux enchères, et les gens se plaignent. Ah oui, le contexte est important. C'est la crise, les tensions durent, les taxes sont lourdes. Voilà. Et c'est là qu'on interpelle un vieux monsieur, Père Abraham, un sage respecté. On lui demande son avis. Et lui, il répond avec un discours qui est quasiment entièrement fait de citations du bonhomme Richard. C'est une mise en abîme intéressante. Absolument. Alors on y va. Le premier point qu'aborde Père Abraham, c'est cette question des taxes. Il commence par dire oui, ok, les impôts de l'État, c'est lourd. Il ne nie pas le problème, non. Mais tout de suite après, il dit attention, on se taxe nous-mêmes bien plus lourdement. Et c'est ça qui est frappant. Sa formule est restée célèbre. Nous sommes taxés 2 fois plus par notre paresse, 3 fois plus par notre orgueil et 4 fois plus par notre folie. C'est très fort comme entrée en matière. Oui, et pourquoi commencer par là, par ces taxes invisibles? C'est une manière de dire la responsabilité, elle est d'abord individuelle. Hmm. Avant de regarder dehors, regardons dedans. C'est un peu la condition sine qua non pour s'améliorer, selon lui. D'accord. Et il cite aussi cet adage. Oui, Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Ce n'est pas juste une phrase pieuse, hein, c'est vraiment le socle de sa pensée. L'initiative personnelle avant tout. Le changement, ça commence par soi. C'est clair. Et cette initiative, concrètement, ça passe par quoi en premier lieu? Eh bien par le travail, l'activité, ce qu'il appelle l'industrie, la diligence. Oui, le père Abraham insiste énormément là-dessus, sur la valeur du temps notamment. Il y a cette maxime très connue, aimes-tu la vie, alors ne gaspille pas le temps. Car c'est l'étoffe dont la vie est faite. Oui, c'est plus qu'un conseil de gestion du temps, ça. C'est presque existentiel. C'est vrai. Le temps, c'est la matière première. Le perdre, c'est se perdre soi-même en quelque sorte. C'est un capital irrécupérable. D'où l'urgence d'agir, j'imagine. Exactement, ne pas remettre à demain. C'est pour ça qu'il oppose tout le temps l'action et l'inertie. Oui, il y a cette image de la rouille. La paresse comme la rouille consume plus vite que le travail n'use. Tandis que la clé utilisée est toujours brillante. Voilà. L'inactivité nous abîme plus que l'activité. Et le conseil pratique, c'est conduis tes affaires, ne les laisse pas te conduire. En gros, sois proactif. C'est ça. Prends les commandes. Et ce n'est pas juste pour être efficace, attention. C'est une vertu morale pour Franklin. La diligence mène à l'indépendance. Ah oui, hein. Oui, il fait même un lien entre effort et chance. La diligence est la mère de la bonne fortune. Ça veut dire, ne reste pas assis à attendre la chance. Provoque-la par ton travail. C'est une vision très volontariste. Très. Et cette idée, un aujourd'hui vaut deux demain, ça renforce ça. C'est maintenant qu'il faut agir. Le travail, c'est aussi une sécurité selon lui. À la maison de l'homme qui travaille, la faim regarde à l'intérieur, mais n'ose pas entrer. C'est une belle image. Très parlante, oui. Et l'idée qu'avoir un métier, une compétence, c'est avoir un capital. Celui qui a un métier a un bien. C'est vraiment une éthique du travail très très forte. L'effort est vu comme quelque chose de positif. Absolument. Une source de dignité, de sécurité. C'est un message qui a eu une influence énorme, notamment dans la culture américaine, mais qui nous interroge tous sur notre propre rapport au travail, au temps. Alors, après cette grande louange de l'industrie du travail, Père Abraham passe à autre chose d'essentiel, la vigilance, la surveillance personnelle. Oui, il met en garde contre la confiance excessive. Ne pas trop déléguer. C'est ça, et là on entre dans un aspect peut-être un peu plus rugueux de sa pensée. Oui, on pourrait dire ça. Il cite cette maxime assez étonnante. Dans les affaires de ce monde, les hommes ne sont pas sauvés par la foi,
mais par le manque de foi. Carrément. Ça surprend un peu. Ben oui, ça suggère qu'un certain degré de méfiance, de scepticisme est non seulement utile, mais nécessaire pour naviguer dans le monde, quoi, pour protéger ses intérêts. C'est vrai que ça contraste avec une vision peut-être plus idéaliste. Tout à fait. Et les conseils qui suivent sont très concrets. Garde ta boutique et ta boutique te gardera. Ou bien, si tu veux que tes affaires soient faites, vas-y, sinon, envoie quelqu'un. En gros, l'implication directe, c'est la clé. C'est exactement ça. L'idée, c'est que personne ne fera mieux le travail que toi-même, pour tes propres affaires. L'œil du maître fera plus de travail que ses deux mains. C'est pas qu'une question de quantité alors, hein? Non, c'est la qualité de la surveillance, l'attention aux détails. La négligence, même petite, peut coûter très cher. Et il illustre ça avec l'histoire du clou, c'est ça? Oui, la fameuse cascade. Par manque d'un clou, le fer fut perdu. Par manque d'un fer, le cheval fut perdu. Par manque d'un cheval, le cavalier fut perdu. Et ainsi de suite jusqu'à la défaite. Terrible, hein? Tout ça à cause d'un petit clou. C'est une parabole, bien sûr, mais très efficace pour montrer l'importance des détails et les conséquences en chaîne de la négligence. Ça renforce cette idée de surveillance constante. Et ça va loin parce qu'il finit par dire si tu veux un serviteur fidèle que tu aimes, sers-toi toi-même. C'est presque individualiste à l'extrême, oui. C'est une vision exigeante. L'autonomie et la responsabilité poussées au maximum. On peut trouver ça un peu dur, non? On peut. On peut y voir du pragmatisme pur, adapté à son époque, aux petites structures. Ou alors une vision un peu désabusée de la nature humaine, où l'intérêt personnel prime toujours. C'est discutable. D'accord. Passons au troisième grand pilier, peut-être le plus connu de Franklin, la frugalité. Lutter contre le gaspillage, l'extravagance. Oui, et le fait que ça se passe juste avant une vente aux enchères, c'est pas un hasard. C'est le lieu de la tentation par excellence. Bien vu. Le message clé, c'est gagner de l'argent par le travail, c'est bien. Mais savoir le garder par l'épargne, c'est tout aussi crucial. L'un ne va pas sans l'autre. Pense à épargner aussi bien qu'à gagner. Il le dit comme ça? Exactement. Et il alerte sur les petites dépenses qui s'accumulent. Méfiez-vous des petites dépenses. Une petite fuite coulera un grand navire. Image est parlante. C'est l'effet cumulé, mais en négatif. Tout à fait. Et il analyse très bien pourquoi on dépense inutilement. Le désir de paraître, vouloir imiter les plus riches, la pression sociale. Oui, il parle des soyeries et satins qui éteignent le feu de la cuisine. Le luxe extérieur qui se paie au détriment de l'essentiel. C'est ça. Il oppose les besoins naturels, qui sont limités, aux désirs artificiels, créés par la vanité, la mode, et qui, eux, sont sans fin. D'où sa distinction entre le pauvre et l'indigent. Pour une personne pauvre, il y a sans indigent. Oui, l'indigence, c'est pas la pauvreté matérielle ici. C'est le sentiment de manque qu'on crée soi-même avec des désirs illimités. Il se moque un peu de ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, quoi. Et pourquoi c'est si grave, au fond, cette extravagance? Ah, on arrive au point crucial pour Franklin. Le vrai danger, c'est que ça mène à l'endettement. Et s'endetter? C'est perdre sa liberté. Exactement. C'est donner un autre pouvoir sur votre liberté. Ce lien entre la gestion de l'argent et la liberté personnelle, c'est vraiment fondamental chez lui. Il est très dur avec la dette. Il parle de honte, de mensonge. Oui. Le second vice est le mensonge. Le premier est de s'endetter. La dette, ça corrompt moralement pour lui. Ça oblige à des compromis, à des mensonges. Donc la frugalité, c'est pas juste être économe, c'est une condition pour être libre. C'est une vertu civique, presque. Préserver son indépendance, son intégrité. Le message final est très clair. Soyez industrieux et libres, soyez frugaux et libres. Les deux vont ensemble. C'est un plaidoyer très fort pour l'autosuffisance financière comme base de la liberté. Tout à fait. C'est très cohérent, mais aussi très exigeant. Mhm. Est-ce que tout repose vraiment sur l'individu seul, selon lui? J'ai l'impression qu'à la fin, le père Abraham apporte une nuance. Oui. Et c'est important de le souligner. C'est une nuance essentielle qui rend le tableau plus complexe. Après avoir tant martelé l'effort personnel, la discipline, le contrôle, Oui, il admet que tout ça, l'industrie, la frugalité et la prudence, ça peut être anéanti sans la bénédiction du ciel. Il conseille donc de prier humblement pour cette aide divine. ah, d'accord. Ce n'est pas que l'effort personnel qui compte. Non, il reconnaît une part d'imprévu, de facteurs externes, qu'on appelle ça la chance, le destin, la providence ou juste la conjoncture. Nos efforts ne suffisent pas toujours. Et il parle aussi de charité, non? Oui, il ajoute qu'il faut être charitable envers ceux qui sont dans le besoin. Il rappelle l'histoire de Job, qui a tout perdu avant de retrouver la prospérité. Pourquoi cet ajout est important?
D'abord, ça tempère l'optimisme un peu écrasant du self-made man. Ça reconnaît nos limites. Et puis, l'appel à la charité, ça introduit une dimension de solidarité. Ça équilibre un peu l'accent mis sur l'individu. Exactement. Ça rappelle qu'on fait partie d'une communauté, qu'on a des devoirs les uns envers les autres. Donc, c'est pas juste une formule religieuse pour faire joli, c'est une reconnaissance de l'interdépendance et des aléas de la vie. Ça apporte une touche d'humanité, c'est vrai. Et puis, il y a la fin de l'histoire que raconte Franklin. La conclusion est assez ironique. Ah oui, la chute est excellente. La foule a écouté le père Abraham avec attention, tout le monde approuve, trouve ça très sage. Et puis, Et puis, dès que la vente aux enchères commence, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se précipite pour acheter, selon n'importe quoi, de manière impulsive. oubliant toutes les belles leçons de frugalité à l'instant même. C'est ça. C'est une observation assez lucide, on va dire, hein, sur la nature humaine. Savoir et faire, c'est deux choses différentes. Mettre en œuvre. Franklin souligne avec humour comme c'est dur de résister à la tentation immédiate, même quand on est intellectuellement convaincu. C'est une leçon d'humilité. Et Franklin lui-même, comment réagit-il? Ah, c'est intéressant. Il a écouté le père Abraham citer ses propres maximes, celles du bonhomme Richard. Pas sans une certaine fierté d'ailleurs, même s'il dit modestement que c'est juste du bon sens ancien. Oui. Mais lui, contrairement à la foule, il en tire une conséquence. Il décide de ne pas acheter ce nouveau tissu qu'il voulait pour se faire un manteau. Il va garder son vieux manteau. Ah, lui, il applique le conseil. Modestement, mais oui, ça montre sa lucidité sur sa propre vanité. Il est flatté d'être cité, mais aussi sa capacité à agir selon ses principes, même si c'est difficile. Il y a une forme d'intégrité là, qui contraste avec la foule. D'accord. Donc si on voulait résumer les grands messages de cette voie de la richesse. Allez-y. Premièrement, la valeur centrale du travail, de la gestion du temps. C'est la base de la richesse, de la dignité. Oui, l'industrie. Deuxièmement, l'importance de la frugalité. Contrôler ses dépenses, éviter le superflu pour rester indépendant. La frugalité pour la liberté. Oui, Troisièmement, la vigilance personnelle. S'impliquer directement dans ses affaires, ne pas faire une confiance aveugle. l'œil du maître. Et enfin, cette nuance importante, l'humilité. Reconnaître que nos efforts ont des limites, qu'il y a des choses qui nous échappent, ce qui mène à une forme de piété, mais aussi de solidarité. C'est une très bonne synthèse. Travail, épargne, vigilance et humilité. Voilà, des principes forts. Très. Et même s'il date du XVIIIe siècle, il nous parle encore, forcément. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Je vous écoute. Quelle est la pertinence de tout ça aujourd'hui? De cette éthique du travail acharné, de l'épargne, de la méfiance pragmatique, dans notre monde actuel? Un monde de crédit facile, de consommation, de gratification immédiate. Oui, et aussi de facteurs économiques globaux, d'inégalités structurelles. Comment on articule aujourd'hui cet idéal d'autonomie de Franklin avec la reconnaissance de tout ce qui pèse sur nos trajectoires? Le contexte social, économique, la chance, tout simplement. C'est ça. Quelle serait la voie de la richesse pour notre temps? En comprenant richesse, pas juste comme l'argent, mais comme une vie bonne, une vie autonome, qui a du sens. Une question qu'on laisse ouverte pour nos auditeurs et auditrices. Exactement. De quoi réfléchir.